L'aide publique au développement, c'est plus de 200 milliards de dollars pour financer des projets à travers la planète. Une aide revue à la baisse par de nombreux pays. L'annonce la plus spectaculaire a été celle des États-Unis avec des coupes qui ont laminé USAID. Une aide parfois critiquée, trop opaque, pas assez efficace. Et si cette baisse de l'aide publique au développement était un mal pour un bien? Deux invités pour y répondre. Avant de retrouver Philippe Marchesin en direct, nous sommes avec Jean-Christophe Crespel. Bonsoir. Bonsoir, Estelle Martin. Vous êtes entrepreneur social, vous avez dirigé diverses ONG, président de la coordination climat, et vous allez nous apporter votre vision terrain de cette aide publique au développement. Alors, premier constat, je le disais à l'instant, elle est revue à la baisse aujourd'hui. C'était une des premières mesures annoncées par l'administration Trump. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je rappelle 212 milliards de dollars en 2025, soit 0,33% du revenu national brut. Est-ce que vous êtes inquiet? On a entendu beaucoup d'ONG. Est-ce que vous avez l'impression que cette dynamique va se poursuivre, c'est-à-dire une baisse de plus en plus importante? On aimerait l'inverse. La France, comme les autres pays, se sont engagés à atteindre 0,7%, notamment dans les objectifs du développement durable. Donc on sait vers quoi il faut aller et il faudrait qu'on y soit déjà. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était une des annonces fortes du premier mandat d'Emmanuel Macron en France, notamment. Alors, effectivement, mais c'était avant la guerre en Ukraine. On était descendu bien bas, à la moitié de ce montant, 0,35%. Et petit à petit, il a réussi effectivement à augmenter le montant jusqu'à 0,55%. Cependant, le Sénat et l'Assemblée nationale ont programmé cette évolution. L'idée, c'est qu'en fin de mandat, on arrive à 0,7%. Mais pour ça, il y a des trajectoires. Et à partir du moment où on commence à un niveau et qu'on arrive à 0,7% en fin de mandat, quelle va être la trajectoire? Et l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté cette trajectoire qui ne doit que croître. Et aujourd'hui, elle décroît. Elle décroît aujourd'hui, on va rappeler les chiffres. Alors c'est vrai que la France fait partie encore des plus grands donateurs d'aide publique au développement, même si les États-Unis sont toujours en tête, avec plus de 30 milliards de dollars. Mais ça, il y a aussi tous les changements annoncés par l'administration Trump, ensuite l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France. Mais vous l'avez dit, il y a ce changement qui est lié aussi au problème budgétaire de la France. La France cherche un budget et une baisse de plus de 2,1 milliards d'euros, diminution de plus de 35% au CDE. Vous l'avez dit, ça vous inquiète, vous, en tant qu'ONG. Comment convaincre alors que, effectivement, la France se cherche un budget? Je pense que ça nous inquiète ONG, mais ça inquiète surtout les pays concernés, les populations. Enfin, les ONG, elles sont pas là pour vivre, elles sont là pour, si possible, s'autodétruire. On aimerait ne pas avoir à exister, mais ce sont les populations qui en souffrent. Et la suppression du USAID a eu des conséquences terribles et qui sont encore vécues aujourd'hui par les populations, notamment en Afrique. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'en fait, tous les pays semblent être sur cette même ligne, que ça soit l'Allemagne, la France, je le disais à l'instant, finalement, pas tous. Alors, quels sont les pays qui sont porteurs? On a certains pays nordiques qui respectent ces 0,7%. Il y a le Japon aussi qui le respecte. Certains vont même au-delà des 0,7%. Donc, c'est quelque chose de possible. C'est un choix politique et c'est effectivement un choix budgétaire. Mais c'est un choix de long terme et c'est un choix lié aux stratégies. Et je pense que c'est important de comprendre que les choix que l'on fait là-bas ont des répercussions chez nous. Le général de Gaulle considérait que l'argent donné aux pays sous-développés, c'est ce qu'il disait à l'époque, hein, évidemment, était un très bon placement. Est-ce que vous voyez ça comme ça? C'est peut-être un calcul de politicien ou d'économiste. Je pense que au-delà de cette vision-là, il y a aussi l'idée de justice sociale, de justice climatique, faire en sorte que il n'y ait pas de laisser pour compte sur cette terre. Et on voit, on réussit à baisser la faim dans le monde. On était à 875 millions de personnes qui ce soir n'allaient pas manger. Il y a quelques années, on est descendu à 300 millions. Donc c'est possible, il faut se donner les moyens. On était en train de prendre la bonne courbe et puis tout d'un coup on arrête. Quel dommage. Donc on arrête. Il y a aussi des critiques au niveau de l'opacité des projets. On ne sait pas exactement où on va l'argent. Alors parfois c'est récupéré par des partis politiques. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Déjà, regardez ce que font les ONG et la manière avec laquelle elles communiquent. Quasiment toutes les ONG françaises ont leurs comptes publiés, ils sont simples, ils sont clairs, ils sont sur les sites internet et c'est notre obligation et on le fait. Et on est très fortement contrôlé, notamment par des bailleurs et les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, il y a aussi ce qui transite par des organismes d'État. Donc là, effectivement, je pense qu'on peut améliorer encore la transparence. Il y a des choix qui doivent être faits au cours et à mesure, enfin au fur et à mesure des années de l'année en fonction des crises qui interviennent, mais il y a une nécessité de ce qu'on appelle chez nous dans les ONG la redevabilité. Redevabilité des financements, redevabilité des partenariats. Quand un donateur nous donne un montant, nous devons lui dire ce que l'on fait de ce montant-là. Et donc, Et vous avez toujours, vous pouvez tracer, flécher tout ce qu'on vous donne en don, typiquement. Ah bah oui, tout à fait. Alors, c'est une obligation légale et on est bien sûr, on a des commissaires aux comptes, on a des experts comptables, on a des commissaires aux comptes et on montre effectivement le départ et l'arrivée, ce qu'on appelle parfois le dernier kilomètre, mais l'utilisation réelle sur le terrain. Et ça, il est vrai que malheureusement, au niveau des États, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'argent arrive dans le pays, mais où part-il dans le pays? Ça vous est arrivé ? Alors nous, non, parce qu'en tant qu'ONG, nous n'utilisons pas cet argent, mais nous avons vu effectivement des sommes importantes d'État arriver sur le terrain et ne pas être utilisées auprès des populations. Enfin, c'est assez simple. Nous, on est en contact en permanence avec les populations, on va les voir et on dit est-ce que vous avez reçu l'argent pour faire le puits, pour donner à manger aux populations ou mettre les enfants à l'école, et l'argent ne va pas là. Donc on met en place des financements spécifiques, des financements à impact, par exemple un financement qu'on appelle Impact for Climate, de l'argent privé qui va aller directement sur le terrain, et nous, on va le vérifier, le contrôler jusqu'au bout, en bout de chaîne. Alors, vous allez nous expliquer comment vous faites. Alors, nous sommes en direct avec Philippe Marchesin. Bonsoir, vous aviez dressé un panorama fourni dans un livre publié en mars 2021, La politique française de coopération. Je t'aide, moi non plus, c'est aux éditions L'Harmattan. Et c'est vrai qu'on évoquait avec Jean-Christophe Crespel que parfois, cette aide publique au développement, elle est décriée, on la trouve trop opaque, on se demande où va tout cet argent. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, bon. Voilà, je pense qu'il faut, pour répondre à la question que vous avez posée, la France est-elle gagnante ou perdante dans cette opération? Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de l'aide publique au développement. Depuis que cette aide existe environ, on va dire à peu près un siècle, il y a un binôme qui est caractérisé par la solidarité et l'intérêt. Alors la solidarité, c'est beaucoup le discours, et la pratique, c'est l'intérêt. Et en réalité, l'intérêt écrase la solidarité. Vous avez mentionné le livre que j'ai publié en 2021. C'est le résultat d'un travail effectué avec 4 Master 2 pendant 10 ans, et nous avons réuni plus de 1000 entretiens. Alors, parmi tous les résultats que nous avons eus, qui vont évidemment dans le sens de l'intérêt, ça c'est très très clair. Quelques exemples très rapidement. L'Agence française de développement, qui n'a d'agence que le nom, puisque c'est une banque, cette agence qui gère l'aide publique au développement enregistre 260 millions d'intérêts par an qu'elle reverse au budget général de l'État. Par ailleurs, quelles sont les tutelles de l'Agence française de développement? Eh bien, c'est tout d'abord le ministère des Affaires étrangères, dont la logique est l'influence, le ministère de l'économie, par ailleurs, dont la logique est le retour sur investissement. Et ce terme de retour est très important, parce qu'il y a un retour direct, et plusieurs études là montrent que environ 80% de l'aide revient dans le pays donateur, sous forme d'appels d'offres gagnés, d'achat d'équipements, de rémunération d'experts notamment. On a même calculé il y a plusieurs années que le PNUD revenait, l'aide au PNUD revenait à 300%. Donc vous nous dites que c'est même pas du donnant-donnant? Sous forme, par exemple, de contrats de consultant ou d'achat d'équipements. Et puis surtout, il y a le retour indirect. Et ça, c'est très important. C'est ce que j'ai appelé l'aide échange, à savoir
je vous aide, mais je vous demande quelque chose en échange. Alors par exemple, ça peut être pour l'aide européenne, on le voit très bien actuellement, le blocage des migrants. Mais ça peut être aussi, vous voyez, dans un genre de ce que j'appellerais un package deal, hein, c'est-à-dire une transaction paquet globale. Ça peut être même un vote aux Nations Unies, vous voyez. Voilà, donc, oui, vous dites que c'est vraiment un levier. Oui, Philippe, c'est très intéressant, Philippe Marchesin, c'est vous nous expliquez qu'effectivement cette aide publique au développement, elle sert les pays hein, qui apportent des fonds. Et puis c'est même pas du donnant-donnant si on vous suit, c'est que c'est vraiment, c'est par exemple la France qui en retirait plus de bénéfices. Alors c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur cette question-là. Jean-Christophe. Il me semble important, en dehors des aspects purement financiers, de penser aux autres retours. Et on parle souvent du retour sur investissement, mais chez nous, en ONG, on parle du retour sur investissement social, le ROIS. C'est-à-dire, concrètement, socialement, qu'est-ce que ça apporte et ça rejoint la logique de redevabilité. À partir du moment où on augmente le nombre de personnes en scolarisation, je prends la situation dans le monde, un enfant sur 10 ne bénéficie pas d'école primaire aujourd'hui. Donc vous, ça ne vous choque pas, c'est-à-dire que vous, de toute façon, ce qui compte, c'est que les populations aient des bénéfices. Et peu importe finalement si, comme le dit Philippe Marchesin, il y a quand même des intérêts du côté des... Voilà, c'est pas totalement altruiste. Je pense que ça n'étonne personne que ce ne soit pas complètement altruiste. On a aussi une logique en France de balance commerciale. On achète et on dépense et on essaye d'avoir des excédents. Donc ça fait partie de la logique finalement d'un État. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Ça aide aussi la stabilisation parfois dans certains pays. Je pense à la Côte d'Ivoire qui avait connu ce moment difficile entre deux présidents et une période un peu latente où l'aide publique au développement a permis de payer les fonctionnaires pendant cette période latente. Et donc, du coup, ça a amené une certaine stabilité qui a eu un impact positif sur la population, sur les ONG et la stabilité. Philippe Marchesin, il y a d'autres pays qui ont été accompagnés par cette aide publique au développement. Je pense au Mali, à la Guinée, au Burkina Faso, qui ont tourné le dos à la France. Donc, c'est un levier, mais un levier qui peut être insuffisant, voire très critiqué. Ah, oui, puisque là, en l'occurrence, il y a eu un rejet de la présence française. Alors, évidemment, on a pu s'étonner que toutes les coopérations soient arrêtées, puisque les coopérations ne concernaient pas forcément le gouvernement. Et là c'est sûrement regrettable. Mais la logique même de cette aide, ce sur quoi je voulais insister tout à l'heure, cette logique, quand même... pose problème. Vous savez, et ce n'est pas nouveau. Confucius, 5 siècles avant Jésus-Christ, écrivait, je cite, « Pourquoi m'en veux-tu? Je ne t'ai encore rien donné. » Mais alors justement, imaginez-vous, oui, quelle leçon. Alors vous citez Confucius, par ailleurs, vous voyez, l'intitulé même du sujet qui nous préoccupe, l'aide publique au développement, cet intitulé peut être lu de deux façons. Ça peut être l'aide publique au développement de la France, c'est-à-dire les crédits que la France accorde à tel ou tel pays, et ce peut être l'aide publique au développement de la France. Vous voyez, ce qui est tout autre chose, alors que c'est la même phrase. Et actuellement, il est clair que l'on va dans cette deuxième direction. Alors, ce n'est pas honteux de faire du commerce extérieur, puisque, on le disait tout à l'heure, le problème, c'est que, me semble-t-il, il ne faut pas confondre les choses. Si on fait de la solidarité, on fait de la solidarité. Si on fait du commerce extérieur, on le fait. Ce n'est pas une honte. Mais effectivement, mais vous n'avez pas exactement le même point de vue. Juste, je voulais citer Thomas Sankara, si vous le voulez bien, puisque lui, il dit « Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide ». Et on voit qu'il y a des économistes ou des personnalités comme Rosa Whittaker qui disent que c'est pas exactement... Il faut trouver une autre voie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Retrouver une autre voie que celle qui existe, l'aide publique au développement, qu'il faut trouver plus de partenariats, qu'il faut mobiliser des investissements de multinationales. Elle parle même d'aide fatale. Ça ouvre le débat, mais est-ce que vous pensez qu'il faut trouver une troisième voie? Oui, je pense que ça va dans l'esprit des objectifs du développement durable, et notamment l'objectif 17 qui consiste à nouer des partenariats, à développer des partenariats. On est dans des logiques de partenariats multi-acteurs où les entreprises
les États, les ONG essayent de travailler de concert pour une plus grande efficacité. Donc ça aide effectivement à financer certains éléments, ça aide aussi parfois à une certaine efficacité. Je pense qu'effectivement il faut aller plus loin et notamment je pense bien sûr aux questions climatiques. On a entendu parler bien sûr du fonds pertes et dommages et du questionnement qu'il peut y avoir sur ce montant. Donc c'est de l'aide qui serait envoyée dans les pays pour les aider à réduire leur gaz à effet de serre. Et donc tout ça, ça va être rediscuté lors de la COP 30 à Belém dans quelques semaines et on y sera. Merci Jean-Christophe Crespel d'avoir été avec nous. Merci Philippe Marchesin d'avoir été en direct avec nous aussi pour ce grand angle.